Bonjour et bienvenue au Salon du Cheval d'Angers, deuxième émission en direct en ce samedi 11 novembre et toujours le plaisir de retrouver Carole David. Salut Carole. Toujours le plaisir. Comme d'habitude, beaucoup de sujets, on va vous emmener dans toutes les coulisses du salon. Et Carole, quel est le programme un petit peu, dites-nous. Alors pour ma part, le programme d'aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté des celliers. Des celliers, nouveau sport aussi, on va découvrir encore une pratique. Tout à fait, je vous fais découvrir une pratique atypique, le roller jogging. Ça promet. Et puis, comme d'habitude, beaucoup d'invités sur le plateau, j'imagine. Exactement, avec un invité d'honneur, Lorenzo. Lorenzo, vous avez bien dit Lorenzo. Lorenzo, la star des artistes équestres qui sera ce soir en démonstration ici aux Étoiles équestres et qui sera sur notre plateau en direct dans cette émission du Salon du Cheval d'Angers. Plein de surprises. Allez, pour commencer, une petite surprise avec Carole qui était partie dans les coulisses du salon et on se retrouve sur notre plateau dans quelques instants. Et si on allait poser la question aux enfants de ce qu'ils préfèrent faire au Salon du Cheval à Angers? Alors Nora, qu'est-ce que tu préfères faire quand tu viens au Salon du Cheval d'Angers? J'aime bien m'occuper des poneys et les brosser, ils sont trop mignons. Et quel est ton poney préféré? J'aime bien Arc-en-Ciel, Acrobate et Myrtille. Alors Liam, qu'est-ce que tu es venu faire au Salon à Angers? Faire du cheval. Alors Lila, qu'est-ce que tu es venu faire au Salon du Cheval à Angers? J'étais venue aider mon père, c'est la première fois que je viens, mais je suis impressionnée par... c'est hyper spacieux en fait. Et vous les gars, vous êtes venus faire quoi au Salon à Angers? Ah ouais, sacré programme. Alors Ambre, qu'est-ce que tu préfères faire au Salon du Cheval à Angers? Au Salon du Cheval, j'aime bien aller au magasin, faire les magasins, et puis faire les balades à poney avec le centre. Et sinon, j'aime bien regarder aussi les animations. T'as bien raison, moi aussi j'adore faire du shopping. Et toi Sacha, qu'est-ce que tu préfères faire? Moi j'aime bien regarder les animations et être avec les Shetland. Très bon choix, vive les Shetland. Alors les filles, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Salon du Cheval d'Angers? Non, mais c'est toujours aussi chouette. Et qu'est-ce que vous préférez faire au Salon à Angers? Le shopping. Surtout voir Carole David. Oh, trop mignon! Vous ne l'avez pas du tout forcé à dire ça, Carole? Pas du tout, Pas aucun du tout, enfant n'a été sous la contrainte. Alors j'en profite pour remercier l'atelier hippomobile de Pont-Saint-Martin qui nous a prêté sa petite voiture pour vous accueillir tout à l'heure au cœur du salon. On a eu juste le temps de revenir sur notre plateau. Carole, tout va bien? Tout va super bien. Ça vous adorez parler aux enfants, hein, ça se voit, J'adore. ils adorent vous parler aussi. On a un grand enfant à côté de nous qui nous a rejoint, Frédéric Charbonnier, qu'on connaît si vous suivez nos émissions depuis 3 ans maintenant ici au Salon du Cheval d'Angers. Frédéric, c'est un personnage d'habitude, on vous a dans la carrière là-bas du saut d'obstacle. Bonjour Frédéric, du comité départemental équestre du département 49 Maine-et-Loire. C'est ça, hein, je ne me trompe pas sur le département, ouais, ça fait longtemps que je les ai révisés. Frédéric, dites-nous un petit peu toutes vos actions ici au Salon du Cheval d'Angers. Alors cette année, on a organisé hier les Olympiades scolaires. Donc on a réuni des classes de CP et CE1 pour faire découvrir l'équitation. Donc on avait 4 clubs du Maine-et-Loire qui étaient là pour présenter 4 thèmes tout au long de la journée. Aujourd'hui, on a une Coupe des Nations Shetland qui se déroulera à partir de 15h dans le hall B. Coupe des Nations internationale carrément donc. Shetland est sponsorisée par Olala et Destrier qui vont récompenser le meilleur club du département. On a 4 équipes d'engagés et une trentaine de Shetland en individuel. Et en fin d'après-midi, on aura une épreuve pour les chevaux réformés, pur sang et trotteurs, qui se déroulera à partir de 18h dans le hall B, où là on a une trentaine d'engagés avec Au-delà des pistes et l'association Passerelle. Et demain, du saut d'obstacle. Du saut d'obstacle, club Beaucoup poney. d'épreuves. On a une dizaine d'épreuves demain qui sont toutes sponsorisées. On remercie l'ensemble des différents exposants qui nous donnent des lots pour récompenser les cavaliers. On a 200 cavaliers demain sur la journée et ça commence à 10h. Et de mémoire, on en avait parlé l'année dernière, les places s'arrachent au moment où vous lancez l'inscription pour ce concours du Salon du Cheval d'Angers. Il ne faut pas traîner. Et non, effectivement, en un quart d'heure cette année, toutes les Un places quart ont d'heure. été prises. Oui. D'accord.
Quelle est l'explication de cet engouement, à votre avis? Pourquoi les gens viennent ici, se clic très très vite au moment des inscriptions? Alors je pense qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on organise le concours. On a ciblé plutôt un public de clubs et poneys et ça attire les clubs du département et de la région et même du Grand Ouest, on va dire. Et aujourd'hui, ça permet de mettre en avant ce public-là et les lots sont aussi intéressants, ce qui attire les cavaliers. Mais je crois qu'il y a des belles dotations de mémoire sur ces épreuves. Alors oui, on met des belles dotations, beaucoup de lots, effectivement. Il me semble que demain, il y a une selle à gagner pour une épreuve. Et les lots sont assez sympas cette année. Oui. Vous n'êtes pas inscrite, Carole? Non, malheureusement, mais j'espère passer par Frédéric la prochaine fois pour avoir une entrée VIP. Moi, j'ai une question concernant les Olympiades scolaires. Quel est l'enjeu pour vous de faire venir des écoles comme ça lors des Olympiades? Alors en fait, avec la présidente Christine Cassagne, il y a 3 ans, on a essayé de faire des Olympiades scolaires sur Angers, et c'était l'année du Covid. Mais on a eu des subventions du département et de la région pour organiser et promouvoir l'équitation auprès d'un public de mineurs. Et c'est pour ça que cette année, on a choisi sur le salon de faire cette Olympiade en réunissant 4 écoles. L'idée étant de faire découvrir l'équitation à un public qui ne pourrait pas forcément y avoir accès. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une journée hier sur l'Olympiade. Et puis l'idée aussi de la Fédération française, c'est d'aller chercher des nouveaux licenciés. Et donc nous, avec le CDE, on représente la fédération. Et donc avec ce public-là, en ciblant ce public-là, c'est plus facile pour les clubs de promouvoir leur offre. Alors justement, parlez-nous un petit peu de l'activité du CDE, comité départemental équestre. Tout au long de l'année, quelle est votre mission? Alors tout au long de l'année, on promouvoit en fait l'équitation au sein du Maine-et-Loire. Moi, ça fait plus de 7 ans que je suis dans l'association. On est tous des bénévoles et on prend du temps pour organiser le concours sur le Salon du Cheval, mais on fait aussi des jeux équestres de l'Anjou le week-end de Pâques, où on essaye de réunir l'ensemble des disciplines équestres en club et poney sur un lieu, où là on réunit à peu près 1000-1300 partants sur les 3 jours, et l'idée étant de promouvoir les disciplines équestres. L'équitation se porte plutôt pas mal. On est sur une terre de cheval ici en Maine-et-Loire. Oui, tout à fait. En plus, dans les 2 domaines, course, très actif aussi, et donc sports équestres. Il y a des passerelles entre les 2? Alors, nous, on est vraiment que sur le sport équestre. Il existe des passerelles, la preuve avec l'épreuve que l'on co-organise cet après-midi. Voilà. Mais oui, il existe des passerelles, oui. Ok, écoutez Frédéric, merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu du rôle du CDE. Alors vous notez bien sur votre petit agenda une petite place VIP pour Carole l'année prochaine dans le concours. Hein. Je peux inviter Carole à faire la reconnaissance tout à l'heure de l'épreuve Shetland. Avec plaisir. Voilà, c'est votre emploi du temps, il est rempli. Est-ce que le polo, vous interdisez? La Fédé, c'est le paddock polo, hein, c'est ça, je crois qu'il y a une activité. Alors, en fait, nous, on promouvoit l'ensemble des disciplines, mais effectivement, après, au sein du département, on a quelques personnes qui représentent des disciplines, effectivement, comme le polo, on a le hunter, l'équifun, et nous, on a choisi pour l'instant de se limiter aux épreuves olympiques, c'est-à-dire CSO complet et dressage. Et après, on fait appel à des professionnels pour promouvoir les autres disciplines. Il paraît qu'il y a un petit événement dans les jardins du château de Versailles l'année prochaine au niveau des épreuves olympiques. Petit concours qui va être sympathique. Merci beaucoup. Le polo, je vous en ai parlé parce qu'on a été voir, il y a un petit tournoi de polo hier sur votre carrière. Votre carrière, Frédéric, là-haut. On les a suivis et on a fait une petite rencontre. On vous propose de découvrir un petit peu l'activité du polo ici au Salon du Cheval d'Angers. Le Salon du Cheval d'Angers, ce sont toutes les disciplines des sports équestres qui sont représentées, y compris le polo. Et on va parler polo justement avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Merci. Alors expliquez-nous un petit peu, il y a un tournoi de polo cette année au Salon du Cheval. C'est ça, il y a un tournoi de polo sur 2 jours. On est 3 équipes de 2, donc on fait un tournoi en triangulaire. Toutes les équipes vont se rencontrer et à la fin on fera le total des points. D'accord. Alors là on est paddock polo, hein. C'est un petit peu particulier, on n'est pas dans le polo classique traditionnel. On s'adapte à l'environnement. On s'adapte et le paddock polo c'est aussi plus accessible.
Par rapport au grand polo, on n'a qu'un seul cheval, le terrain est plus petit, les équipes ont aussi moins de chevaux sur le terrain en même temps. C'est pas la même balle et le fait d'avoir un seul cheval, ça permet aussi d'être plus accessible tout simplement en fait. Alors parlez-nous un petit peu du polo en France en général, c'est une discipline qui se porte comment? Et vous êtes beaucoup de pratiquants? C'est une discipline quand même très particulière et on n'est pas énormément. Il y a une fédération française de polo, il y a aussi le paddock polo qui est un peu rattaché à la fédération française d'équitation. Donc les deux vivent un peu conjointement. Et non, c'est un petit milieu. Sur le grand polo, il y a des saisons estivales qui se font avec du coup pas mal de tournois partout à Saint-Tropez, à Deauville, à La Baule ou des endroits pas terribles, Non, Saint-Tropez, voilà. Deauville. En général, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce côté prestigieux du grand polo, mais le paddock polo, ça permet aussi. Moi, j'ai commencé en club en faisant de l'équitation classique. Et un jour, mon club a commencé à faire du polo, paddock polo. J'ai essayé, j'ai adoré. Après, j'ai fait plus que ça. Mais sans ça, je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir cette discipline. Justement, on a une image du polo d'un sport un peu inaccessible. Le message qu'on pourrait faire passer, c'est que faut essayer, les gens qui sont dans les centres équestres. Il faut essayer, tout à fait. Après, si dans des clubs, il n'y a pas forcément, après, c'est de poser la question. Est-ce que ça peut s'organiser? Il y a des chevaux de polo, il y a aussi des chevaux de club pour faire des initiations. Il suffit juste d'un maillet et une balle. Après, ne serait-ce que d'avoir la sensation au pas en faisant des tests. Et puis après, faire grandir ça dans les différents clubs. Mais non, aujourd'hui, ça peut être accessible facilement. Alors, est-ce qu'il y a un cheval de polo typique? Alors, il y en a un petit peu classique, c'est le criollo argentin, qui est le polo vient d'Argentine et c'est là où il y a les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, les meilleurs chevaux. Après, suivant le niveau, n'importe quel cheval de club peut faire l'affaire. Les Argentins, vous l'avez dit, c'est la nation la plus forte. L'équipe de France, on est bon? L'équipe de France est assez bonne. Il y a moins de joueurs, forcément. Mais non, il y a une très bonne équipe. Je crois qu'ils ont gagné en plus un tournoi indoor international cette année. Donc non, il y a des compétitions. En France aussi, il y a pas mal de grands tournois. Donc non, la France se porte bien aussi, même si ça reste, on va dire, médiatiquement confidentiel. Se porte bien. On sait que dans les centres équestres, l'équitation est un sport très féminin. Il y a des filles aussi qui jouent au polo? Il y a des filles, il y a des tournois féminins, des tournois masculins, mais c'est aussi un sport mixte. Paddock polo, c'est entièrement mixte. Donc on peut faire des équipes composées d'hommes et de femmes et il n'y a aucun souci par rapport à ça. D'accord, donc en plus on peut jouer toutes les saisons grâce au paddock polo, l'été sur le gazon. Sur du sable, ça se fait très bien. Écoutez, juste un petit mot sur le maillet, expliquez-nous. Le maillet, c'est le même maillet pour tout le monde ou si on est grand, si le cheval, ou on adapte, ça marche? Il y a plusieurs tailles, ça peut même se jouer à Shetland, donc il y a des tout petits maillets et ça va jusqu'à 53, 54. Je ne saurais pas vous dire exactement en quoi ça correspond, mais sinon c'est essentiellement en bambou, le maillet, traditionnellement. Après le reste de l'équipement, il y a les bottes, les genouillères, le casque. Et un stick. Mais sinon, vous avez dit Shetland, on peut jouer au polo à Shetland? Ça se fait, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, et même pour débuter, pour les enfants, c'est hyper ludique. Et il y a le côté jeu du polo qui est hyper sympa quand on est enfant, donc non, c'est aussi une belle chose. Je vais peut-être débuter à Shetland, ça sera peut-être plus prudent. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir un petit peu expliqué ce qu'était le polo. Merci. Avec plaisir, merci. De retour sur notre plateau ici au Salon du Cheval d'Angers pour notre petit temps table ronde où on va parler un petit peu autour du bien-être du cheval dans différents secteurs. On retrouve Sophie Derrida, présidente du GEFA, le groupe équestre de France et d'ailleurs. J'adore la notion de « et d'ailleurs », ça nous ouvre au monde. On a Pierre Préau à ses côtés qui est secrétaire général de la FNCH, Fédération nationale des courses hippiques, et puis Frédéric Bouix, qui est délégué général de la Fédération française d'équitation. Là, on a du high level. High level pour parler mais c'est un thème qui le justifie. On va commencer par Sophie. Sophie, un petit mot, cette notion de bien-être au sein du GEFA. Rappelez-nous rapidement ce qu'est le GEFA et puis un petit peu votre champ d'action. En tout cas. Alors, le GEFA défend les droits des équidés et défend le droit de leurs humains et les devoirs surtout. Voilà. Et c'est une notion. L'idée vous est venue quand, l'association? Alors l'association a été créée en mai 2020 suite au premier confinement, quand les propriétaires n'ont plus pu aller voir leurs chevaux dans les structures équestres. D'accord. Parce qu'il y avait un manque d'informations à ce sujet et qu'il fallait faire remonter l'information. D'accord. On va passer à Pierre. Pierre, dans les courses,
La notion de bien-être, on attaque directement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La notion de bien-être, c'est quelque chose, c'est une question qui vous interpelle, sur laquelle vous agissez de plus en plus ? Absolument. Alors, je préfère parler de bien-traitance que de bien-être, parce que la bien-traitance, c'est une somme d'actions que je sais qualifier, entreprendre. Le bien-être, c'est un état résultant, mais je ne vais pas parler à la place du cheval. Donc, je préfère parler de bien-traitance. C'est inhérent à la compétition. Les courses hippiques, c'est une compétition. Donc, le bien-être, la bien-traitance n'est pas une notion nouvelle. Elle fait partie de la vie des courses hippiques depuis toujours. Nous avons énormément évolué dans les dernières années, énormément investi sur les infrastructures, sur la sécurité active et passive, mais aussi sur tout ce qui fait la bien-traitance au quotidien à travers le harnachement, à travers les règles de la compétition, l'usage de la cravache, les règles de déferrage, et à travers essentiellement le contrôle des médications et le contrôle antidopage, parce que qui dit compétition dit que la bien-traitance est dans l'ADN de la compétition. S'il n'y a pas de bien-traitance, le cheval athlète ne peut pas livrer la performance que l'on attend de lui, mais il peut y avoir aussi de la part de l'humain qui est son utilisateur, la tentation de vouloir l'amener à un niveau de performance qui n'est pas le sien par des pratiques illicites. Et donc, il est absolument essentiel d'encadrer ces pratiques. D'autant plus que les courses hippiques ont la particularité d'engendrer des paris aussi, et que la commission derrière, elle surveille aussi qu'il n'y ait pas de trucage. Et que nous avons le devoir par rapport aux parieurs et aux propriétaires, qui sont les deux personnes qui sont les moteurs économiques, mais aussi les moteurs passion de la filière. Nous avons le devoir de leur garantir une compétition qui est propre et régulière. D'accord. Frédéric Bouyx, donc de la Fédération française d'équitation. Merci d'être avec nous. Frédéric, 700 000 licenciés, en gros, hein, on arrondit, 3e fédération française olympique. On le rappellera jamais assez. Ça vous met une petite pression. Enfin, vous avez une importance capitale aussi, parce que vous représentez beaucoup de monde. Donc, vous êtes un petit peu sous le feu des projecteurs aussi. En plus, avec un animal, on le répète assez souvent, l'équitation est un sport très particulier, parce que c'est le seul qui est avec un animal. Comment vous gérez toute cette problématique ? Donc, vous l'avez dit, Pierre, on agit sur l'ensemble de la chaîne, on va dire, des cavaliers, bien sûr les pratiquants, mais également les établissements équestres, surtout les poney clubs, les centres équestres qui accueillent ces cavaliers, jusqu'au terrain de compétition, un peu à l'instar de ce qu'il vient de dire pour les courses. Donc, le premier travail de la fédération, c'est un travail d'éducation, car je rejoins Pierre sur la notion de bien-traitance. C'est objectivable, et dans tous les cas, la première mission d'une fédération sportive, c'est sa mission éducative. Et donc, la mission éducative de la fédération prend également le relais. Alors aujourd'hui, on y met des mots, mais c'est présent depuis longtemps dans l'ensemble des programmes de formation des cavaliers, mais également formation de l'encadrement. Et ensuite, sur la scène sportive, c'est la codification des règlements sportifs nationaux, et puis la contribution aux règlements internationaux qui ne dépendent pas directement de notre fédération, mais de la fédération internationale. Et c'est bien de cela dont il s'agira dans quelques centaines de jours pour Versailles, dont vous parliez il y a quelques minutes. Alors justement, la difficulté peut-être aussi, c'est pour le haut niveau notamment, c'est que l'équitation fait pas. Il y a des sports où les athlètes sont très gérés par la fédération, etc. L'équitation, c'est un sport. Enfin, on va prendre le saut d'obstacle puisque c'est la vitrine, où les cavaliers, évidemment, ont un rapport avec la fédération, mais font un peu leur vie. C'est très professionnel. Vous pouvez agir quand même sur cet aspect du haut niveau auprès de ces cavaliers et cavalières sur ces aspects-là. Déjà, je pense qu'on peut partir du principe que tous nos grands cavaliers, si on parle de haut niveau, sont avant tout des femmes et des hommes de chevaux. Et je ne vois pas un seul être humain, en tous les cas, maltraiter, on va dire, son partenaire de performance, sans parler de la valeur économique des chevaux qui vont performer et qui performent tous les week-ends. Donc, bien sûr, les leviers sont faibles. En tous les cas, ils sont très présents à travers les règles sportives nationales et internationales. Et puis, ces cavaliers, ils sont régulièrement suivis. Ils sont en concours tous les week-ends. Ce sont des chevaux qui sont extrêmement suivis. Et finalement, ils sont bien plus suivis que la plupart des autres équidés, du million d'autres équidés présents en France, étant donné ils ont un meilleur traitement presque que nous, humains, de par la performance qu'ils font, que ce soit par les soignants qui les accompagnent, les podologues, les maréchaux, les kinés, autres ostéopathes, dentistes. Et donc, ils sont extrêmement suivis. Et donc, voilà, il y a une zone, bien sûr, d'observation et de surveillance, mais le problème n'est pas forcément de ce côté-là. Vous parliez tout à l'heure des structures équestres, donc promouvoir ce bien-être, cette bien-traitance. Si je ne me trompe pas, il existe des labels aujourd'hui qui sont garants de cette bien-traitance, de ce bien-être, dans les courses également, mais dans les structures.
Oui, il y a un label. Le travail de départ, Pierre me complétera, mais il vient d'une charte qui a été signée par les sociétés mères, dont les courses hippiques, la fédération également. Et à partir de là, il y a eu un guide de bonnes pratiques qui a été rédigé. Et chacun s'en est emparé dans son secteur d'activité, que ce soit le cheval de travail, les courses, et pour ce qui nous concerne, l'équitation. Et donc, on a mis en place sur de la base d'observables, car effectivement, personne ne peut être présent 365 jours, 24 heures sur 24 dans l'établissement pour surveiller ce qui s'y passe, mais en tous les cas, lors de visites, observer des choses très concrètes autour du bien-être, autour du lieu de vie, des infrastructures, de la nourriture, de l'activité des équidés, de l'état des équidés, en plus de l'ensemble des formalités administratives qu'on doit aujourd'hui respecter en France pour détenir un équidé. Et donc ce label, c'est le label bien-être animal, c'est une mention bien-être animal que la fédération vient ajouter sur les labels qu'elle délivre déjà pour ses poney clubs et centres équestres. Pierre, on parlait tout à l'heure avec Sophie dans la petite conférence qu'on a eue avant, du poids du passé aussi, du fameux « on a toujours fait comme ça ». Le milieu des courses, un milieu où souvent c'est les fils, c'est des transmissions familiales, c'est quelque chose, l'information, c'est quelque chose, un volant important justement pour faire évoluer les mentalités et donc les pratiques. C'est essentiel parce qu'effectivement, nous sommes dans un milieu assez traditionnel où il y a beaucoup d'acteurs qui se succèdent effectivement au sein d'une famille. Mais on le voit très bien aujourd'hui dans les jeunes générations et même dans les moins jeunes générations, il y a une prise de conscience, au trot comme au galop, du caractère impératif, non pas de prendre en compte la bientraitance parce qu'elle est prise en compte depuis longtemps, mais d'expliquer la relation de l'humain au cheval. Et je crois que c'est ça qui caractérise l'époque actuelle, c'est qu'encore une fois, quel que soit l'usage du cheval, que ce soit un cheval de course, de sport, de loisir, un cheval de travail. Moi, je suis d'une région de Limousin, on fait beaucoup de débardage avec des chevaux de trait. Quel que soit l'usage du cheval, le cheval ne peut être performant dans l'usage que l'on en attend que s'il est bien dans son physique et bien dans son moral. Le cheval est un animal d'une générosité sans limite, mais encore faut-il qu'il soit capable, physiquement et moralement, de livrer le travail qu'on attend de lui. Et donc le travail de l'humain, c'est de le mettre dans ces conditions-là. Et ça, c'est la garantie de la viabilité du projet de la relation humain-cheval qui fatalement se traduit par une connotation économique à un moment donné parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et donc il ne peut pas y avoir de pérennité de la relation homme-cheval, de la viabilité de la relation s'il n'y a pas bientraitance qui conduit à la capacité du cheval à faire. Pour en revenir à la formation, donc elle est essentielle, effectivement, parce que les techniques vétérinaires évoluent en permanence, la compréhension de la santé du cheval évolue en permanence, la compréhension des enjeux de santé par rapport à l'usage, notamment en course. Je vais vous citer l'exemple des trotteurs qui sont ferrés et déferrés, l'usure du pied, etc. Nous avons travaillé avec le CIRAL et le professeur Jean-Marie Denoy sur des études extrêmement poussées pour comprendre les contraintes. Idem sur les courses d'obstacles, idem sur les matériaux qui composent les obstacles, idem sur la conception des pistes, l'arrosage des pistes, la structure des pistes en sable fibré. Donc la compréhension des techniques évolue en permanence. Et surtout, ce qu'il y a de fondamental, c'est que le regard de la société sur cette relation à l'animal évolue. Et qu'aujourd'hui, nous avons, depuis les 20 dernières années, une société française qui, dans son immense majorité, est composée de Françaises et de Français qui n'ont plus de relation avec la ruralité, ne sont plus issus du monde rural et qui, fatalement, ont perdu un peu les repères de ce qu'est un animal d'élevage et de ce qu'est un grand mammifère comme le cheval. Et c'est à nous de l'expliquer. Et c'est là où nous demandons à nos socioprofessionnels, à tous les acteurs, d'avoir un regard différent sur cette population qui nous interpelle. Il y a la frange ultra-minoritaire de ceux qui ont une position radicale, qui considèrent que toute relation homme-animal est un asservissement, donc un esclavage et qu'il faut y mettre fin. Mais ça, c'est heureusement une grande minorité. Mais il y a cette grosse majorité de la population qui ne nous connaît pas, ne nous comprend pas, et nous avons le devoir de lui expliquer. Super. Sophie, même si tout n'est pas parfait, etc., est-ce que vous sentez quand même qu'il y a des choses qui avancent dans cette problématique ? Je voulais juste rebondir parce qu'effectivement, on peut avoir des chevaux de haut niveau dont on s'occupe très correctement et qui sont dans une résignation acquise. Donc ça, c'est une réalité aussi. C'est comme un athlète de haut niveau, on va de plus en plus loin. Les chevaux, l'athlète, s'il n'a plus envie, il arrête. Le cheval, de toute façon, il est dans un tel contexte qu'on va le pousser jusqu'au bout et il va y aller. Donc c'est juste un petit peu le bémol. Effectivement, on fait de plus en plus de choses pour le haut niveau, on fait de plus en plus attention aux chevaux, à leur ressenti, mais quelque part, on voit dans les chevaux
des choses qui doivent encore évoluer différemment. Ça, c'est important. Après votre question, excusez-moi. C'était voilà, si ça évoluait, mais vous y avez répondu. Oui, ça évolue. De toute façon, je pense que tous ensemble, nous n'avons qu'une volonté, c'est que ça évolue vers le bien-être. Et bien entendu, à chacun de nous de regarder, d'observer et de dire, là, quand même, il y a encore des choses à améliorer et il faut aller vers l'amélioration. Ça serait illusoire de penser que dès maintenant, ça y est, tout est acquis. Alors, on est très fiers parce qu'on sait que parfois, il y a des rapports qui peuvent être un petit peu conflictuels en différentes parties. On vous a réunis tous les trois. Est-ce que la solution, elle passe par une réflexion globale de tous les acteurs de ce milieu? Je vais vous demander votre avis à tous les trois. Je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire que même si je pense que nous sommes d'accord sur le fond, la forme est différente en fonction de notre fonctionnement, de nos activités, mais je pense que l'idée, c'est d'arriver à pouvoir faire naître, à travailler des chevaux dans le bien-être, dans l'avenir et de mieux en mieux. Voilà. Pierre? Oui, le dialogue, c'est une clé. Dans la bientraitance, nous avons chacun nos caractéristiques et la prise en compte de la bientraitance, très concrètement, sur un hippodrome, ça n'est pas les mêmes critères que sur une carrière de CSO de dressage ou ça n'est pas les mêmes critères que dans un champ de travail de débardage en forêt. Mais au-delà de la bientraitance opérationnelle, il y a surtout, encore une fois, la prise de hauteur nécessaire sur la compréhension de la légitimité de la relation humain-animal. Et c'est là, aujourd'hui, qu'est posée la question de plus en plus. C'est qu'au-delà des usages que nous pouvons avoir, beaucoup de personnes nous interrogent en disant mais en 2023 et bientôt 2024, est-ce qu'il est légitime de monter sur un cheval, de lui mettre une barre de métal dans la bouche, de le harnacher avec des équipements un peu bizarres? Et je crois que la confirmation de cette légitimité, elle ne peut venir que de la prise en compte que cette relation doit être équilibrée, fondée sur le respect et la bientraitance. Mais ça n'est pas un discours de bisounours, ça s'accompagne derrière de contrôles extrêmement serrés, parce que l'humain est ce qu'il est. Il y a une majorité de personnes qui aiment leurs chevaux, c'est évident, qui sont passionnés, qui le respectent, mais il y a comme partout des personnes qui perdent leur repère et qui font n'importe quoi. Et cela, nous devons, en tout cas je parle des courses, les contrôler extrêmement fortement, les sanctionner extrêmement fortement et être les plus vigilants possibles pour que le respect de cette légitimité soit confirmé, soit visible et soit comprise. Okay, super. Frédéric, le mot de la fin. Oui, vous parliez du côté de la Fédération française d'équitation, je rappelle si... Vous parliez de concertation, merci de nous avoir réunis déjà. Ça ne se sait peut-être pas assez, mais en tous les cas, il y a un certain nombre de travaux communs à l'ensemble des acteurs de la filière, en tous les cas les acteurs représentatifs, avec la profession vétérinaire, avec les scientifiques, avec les différentes sociétés mères. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il reste du travail à faire. Ça serait une erreur de dire que tout est parfait. On est tous convaincus, mais en tous les cas, on peut aussi observer le travail qui a été fait et la prise de conscience, en tous les cas, et les efforts qui ont été faits par les différentes maisons mères depuis plusieurs décennies maintenant. Mais on est tous là pour progresser au quotidien aux côtés du poney et du cheval. Eh ben, chantier en cours. Et voilà, on vous souhaite plein de réussite dans cette initiative. Merci beaucoup, Sophie, Pierre, Frédéric, de nous avoir rejoints. Vous avez eu le temps de faire un petit tour dans le salon ? La carte bleue, ça va parce que on a Carole, c'est la reine du shopping. Et elle a été faire un petit tour. Ça s'est bien passé, Carole ? C'était parfait. Voilà. Petit tour côté céleri. Côté céleri, je vous propose de voir le petit tour de Carole du côté des céleris. Vous connaissez tous mon penchant pour le shopping. Qui dit équitation dit bien évidemment selle. Je suis en compagnie de monsieur Stéphane Delanoux, bonjour, de chez Selle Expert. Pouvez-vous nous présenter le concept de Selle Expert ? Le concept de Selle Expert que nous avons créé en 2019 est de distribuer des selles à travers plusieurs marques et plusieurs prix, à travers le dressage et à travers le saut d'obstacle. Et le fait que vous soyez multimarque, est-ce que ça vous garantit une certaine impartialité ? Oui, ça nous garantit une forme de neutralité, d'impartialité, de connaissance beaucoup plus large du marché. Chaque marque a sa philosophie d'équitation presque, ses techniques de fabrication et ses façons de penser. Donc, comme je disais, l'équitation à travers le dressage et à travers l'obstacle. Et il y a des marques qui sont même un peu plus spécialisées du dressage, d'autres un peu plus spécialisées du saut d'obstacle. Nous, on fait les deux, mais ça nous permet bien sûr d'étaler cette gamme technico-prix. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'une bonne selle ? C'est vrai que pour acheter une bonne selle, il faut en connaître la définition. Et pour moi, la bonne selle, c'est celle qui facilite l'exécution. Le reste, c'est de la pure littérature. Si chacun des clients pouvait se
rester sur cette philosophie de dire moi la bonne selle, ce sera toujours celle qui facilite l'exécution, c'est-à-dire on monte sur une selle et si avec l'une d'elles on trouve que les exercices qu'on a l'habitude de faire sont plus faciles, ce sera toujours la bonne. Et pour ça, c'est ni plus ni moins un compromis entre deux êtres vivants qui est le cheval et le cavalier. Mais c'est vraiment un compromis, c'est pas plus pour l'un ou pour l'autre, parce que ça saurait dire que le cavalier pourrait avoir sa selle sur tous, et ça pourrait dire aussi que le cheval devrait avoir sa selle et que tout le monde pourrait monter sur cette même selle. Or, c'est faux, c'est forcément des compromis. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on est entre de bonnes mains chez Selle Expert. Je vais aller chercher ma jument et puis on va aller voir tout ça. Avec plaisir. Au Salon du Cheval d'Angers, vous n'êtes pas obligé d'acheter du produit neuf. Il y a également une large gamme de produits d'occasion. Et ça tombe bien, je suis en compagnie d'Anaïs et Clara de chez Ma Petite Selle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Ma Petite Selle ? Alors bonjour à tous, Ma Petite Selle, c'est une sellerie d'occasion où on propose du tout budget, donc des selles premier prix à partir de 250 €, comme du haut budget pour convenir à tous les portefeuilles. Et surtout, on est une sellerie indépendante, donc on a plusieurs marques à représenter en termes de modèles, ce qui permet d'avoir beaucoup de modèles à essayer à la fois sur stand et en essai sur vos chevaux, parce qu'on est tous formés au saddle fitting, donc ça permet d'avoir un matériel qui est ajusté au cavalier comme au cheval. Alors Anaïs, quelle garantie nous avons quand nous achetons une selle chez Ma Petite Selle, par exemple en termes d'arçon ou en termes de cuir ? Alors effectivement, comme c'est du matériel d'occasion, il est essentiel de le faire vérifier pour s'assurer que tous les éléments sont sécuritaires. C'est pour ça qu'on travaille avec une bourrelière professionnelle pour vérifier ces éléments. C'est pour ça qu'on a Clara dans notre équipe. Bonjour Clara, enchantée. Alors expliquez-nous votre rôle de bourrelière au sein de Ma Petite Selle. Alors, donc mon rôle dans cette entreprise, dès qu'Anaïs reçoit une selle, elle va venir me la montrer et du coup, je vais pouvoir vérifier les éléments essentiels de sécurité d'une selle, donc à savoir les sanglons principalement pour éviter que la selle se décroche pendant la monte sur le cheval, de vérifier l'état des cuirs, savoir s'il faut faire des traitements, s'il faut faire des réparations éventuelles avant de les remettre en vente. Et évidemment, je contrôle les arçons, l'élément essentiel, la base de la selle. Je constate énormément d'arçons qui sont cassés et je trouve que c'est quelque chose qui est très très important de vérifier. C'est pour ça que toutes nos selles ici sont garanties sur les arçons et les cuirs. Merci beaucoup les filles pour votre temps. J'ai toutes les infos qu'il me faut pour aller choper ma nouvelle selle. On a un invité de prestige et on est très fiers de vous recevoir. C'est Lorenzo, bien sûr, la vedette. Vous voyez, il y a même des gens qui applaudissent. C'est la première fois depuis qu'on fait l'émission. Lorenzo qui fera le spectacle ce soir à Étoiles Équestres. Merci Lorenzo d'être parmi nous. Le Salon du Cheval d'Angers, vous connaissiez ? Alors j'en ai entendu parler, c'est un salon qui prend de l'ampleur, donc on entend parler beaucoup. Et puis c'est quand même un honneur d'être là pour la première fois cette année. Un honneur et un défi parce que vous êtes habitué à évoluer sur des grands espaces. On va voir derrière nous, enfin pas ici, mais dans les écrans, des images de certains de vos shows dans les grands espaces. Là, on est en mode plutôt réduit. C'est un challenge ? Alors c'est un vrai challenge que j'ai accepté. C'était même avant qu'on signe le contrat, on a parlé de la taille de la piste, donc c'était le sujet central. Et voilà, bon, c'est un défi que j'ai accepté volontiers parce que j'avais fait les Zéniths avec Mario Luracci où j'avais réussi à adapter mon spectacle. Et là, je l'ai complètement adapté, donc j'espère que ça va plaire au public. Ouais, bah ça, je ne suis pas très inquiet pour connaître votre show. Il va durer combien de temps ce soir, votre partie à vous ? La durée, je ne sais pas vraiment. Ça varie. C'est une question de magie. De feeling, de magie, etc. Parce qu'on le rappelle, vous êtes le bouquet final, en quelque sorte, des Étoiles Équestres. Avant, vous aurez un autre rôle, celui de jury. Il y aura 8 candidats qui vont évoluer, 8 candidats néophytes un petit peu du côté de l'art équestre. Ce rôle de jury, c'est quelque chose aussi qui vous interpelle, qui vous amuse ? Alors ça m'amuse, oui et non, parce que je trouve qu'on ne peut pas forcément juger des artistes, c'est quand même difficile. Donc je compte beaucoup sur le public pour, aux applaudissements, je vais me baser sur ça. D'accord. Alors on rappelle, pour ceux qui découvriraient Lorenzo, mais à mon avis il n'y en a pas beaucoup si vous nous regardez, artiste mondialement connu, une des grandes stars de l'art équestre. Vous faites combien de représentations dans l'année et dans combien de pays ? Enfin voilà, une idée pour nous, pour qu'on prenne bien conscience de qui on a sur notre plateau. J'ai commencé tout petit, donc c'est vrai que ma carrière a commencé assez tôt. Depuis la Camargue, j'ai parcouru plus de 35 pays dans le monde. Et là, le prochain spectacle, c'est à Dubaï. Donc on parcourt encore le monde entier. Et bon, on va dire 1, 2 par mois.
on va dire c'est le rythme habituel. C'est vrai que le Covid a quand même bien changé les choses. Et donc à côté de ça, on a créé l'académie de voltige pour les enfants et pour apprendre la voltige. Pas forcément pour le spectacle, mais c'est quand même une porte ouverte vers le spectacle. Alors là encore, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre spectacle, comment vous pourriez le qualifier, l'expliquer un petit peu? Qu'est-ce que vous présentez dans vos spectacles? Alors ma spécialité, ce qui m'a fait connaître, c'est d'être debout sur les chevaux, sauter des obstacles, avoir des combinaisons. C'est le rythme, c'est la vitesse, voilà, une certaine énergie. Et la deuxième partie de ma carrière, c'est quand j'ai commencé les chevaux en liberté, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et là, ça a vraiment fait un boom dans ma carrière où j'étais pas seulement le cascadeur, mais aussi celui qui parle aux chevaux. Et voilà, donc ma spécialité, c'est d'avoir plein de chevaux et de leur faire faire plein de choses, comme si je leur parlais. Alors, votre historique avec les chevaux, vous êtes né dedans depuis tout petit, et l'idée des spectacles est venue au fur et à mesure. Comment ça s'est passé? Donc la Camargue, je pense que c'est vraiment le déclencheur. C'est un pays de cheval, c'est un pays de tradition, mais il y a beaucoup de fêtes. Et ma mère, bien sûr, ma mère qui nous a menés de partout. Et moi, mon attirance a toujours été vers la voltige. Donc depuis tout petit, rester assis sur un cheval, ça m'a pas trop... Vous avez dit, je vais me mettre en équilibre dessus, quoi. Ouais, je me le disais pas, j'étais tout le temps debout, ou à l'envers, ou accroché, voilà. J'aimais la voltige, et donc la voltige, c'est très proche du spectacle. Et petit à petit, j'ai dévié vers le spectacle. Un petit mot sur les chevaux, peut-être. Comment vous les recrutez? Il y a un mercato, il y a une sélection, comment ça se passe? Au tout début, j'avais des chevaux Camargue, donc j'avais un seul cheval Camargue, d'ailleurs, qui était le cheval de la famille. Et mon voisin avait des chevaux portugais. Et donc petit à petit, j'ai renouvelé mes chevaux avec des chevaux portugais. C'est un petit peu plus grand que les Camargues, voilà, et un peu plus adapté à ce que je fais. Donc en ce moment, j'ai que des chevaux portugais, ça va être le premier critère. Et j'ai mélangé les chevaux noirs, les chevaux blancs. Et au niveau du caractère, je leur trouve toujours une place. Donc dans mon spectacle, il y a plein de places possibles. Sous mes pieds, je vais prendre les chevaux les plus connectés avec moi, les plus sensibles. Et je vais mettre de plus en plus loin les chevaux plus solitaires, plus nerveux peut-être. Voilà. Mais en tout cas, le plus dur, ça va être de trouver les chevaux qui vont aller sous mes pieds. Donc la formation, ça va être vraiment de chercher ceux-là. Ils vont tous passer sous mes pieds pour essayer de trouver la perle rare. Au niveau proprioception, vous êtes pas mal? C'est assez naturel chez moi. C'est vrai qu'il y a de l'entraînement, mais il y a un côté naturel. Justement, parce qu'on parle souvent des chevaux, etc. Mais vous, c'est un vrai défi au-delà du côté artistique. C'est un peu comme les danseurs de l'opéra qui font des choses incroyables. On a l'impression que c'est facile tellement ils font bien. Mais derrière, c'est une grosse performance physique. Pour vous, on a l'impression que c'est facile. Mais j'imagine que là aussi, physiquement, ça demande une vraie rigueur. Donc voilà, l'idée, c'est que ça paraisse facile. Vous avez raison. Donc si à la fin du spectacle, on me dit wow, « c'était dur », c'est que j'ai raté. Donc la fluidité, la facilité, et puis derrière, le travail qui permet que ça soit facile. Alors, vas-y. Moi, j'ai une question concernant votre rôle de ce soir en tant que jury des étoiles équestres, rôle clé. Quelles sont pour vous les principales qualités pour la future étoile équestre? Je pense qu'ils sont à ce niveau-là déjà de la sélection, c'est qu'ils sont tous passionnés, c'est qu'ils ont tous quelque chose à montrer, à présenter. On m'a demandé de ne pas les regarder aux répétitions, donc pour découvrir et être... je vais regarder la relation avec le cheval, voir si artistiquement il y a un peu de nouveauté, de création. Et la partie technique, il y a deux notes, la partie artistique, donc c'est ce qu'on vient de parler, puis la partie technique, où là on va voir si le cheval quand même il est dressé, si c'est pas juste aléatoire, ou s'il y a vraiment créé une relation avec son cheval. Alors, hier, on avait Joy qui a gagné les étoiles équestres l'année dernière sur notre plateau. Elle va évoluer juste avant votre spectacle, entre la fin des étoiles équestres et votre show. Elle était un petit peu impressionnée. On lui a dit tu vas faire la première partie de Lorenzo, en quelque sorte. Elle commence déjà un petit peu à se développer. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce domaine de l'art équestre, des exhibitions, des shows, etc. Quel conseil vous pourriez lui donner ? Je pense que c'est la passion qui va diriger ça. La passion, être un peu têtu parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux premiers échecs. Il y a des échecs, c'est obligatoire dans une carrière. Et voilà, et je pense que c'est ce que dégage un peu chacun. Un vrai artiste, il a peut-être besoin un petit peu de conseils, mais ça vient aussi beaucoup de lui-même. Donc ce qu'on donne, il faut donner de soi-même en fait. Il n'y a pas trop de secrets. Le petit Lorenzo qui commençait en Camargue sur ses premiers chevaux, il imaginait qu'il allait faire le tour du monde avec des affiches où il serait en grand.
Je le faisais pas pour faire le tour du monde, je le faisais parce que j'avais besoin d'adrénaline. J'étais un peu casse-cou, un peu nerveux, et moi c'est l'adrénaline qui m'a attiré vers le spectacle. Ce besoin d'adrénaline, et voilà, donc chacun cherche un peu son chemin comme ça. La suite, vous l'imaginez comment? Parce que, alors, je vais poser une question un peu provoque, hein, vous m'excuserez Lorenzo, on l'a dit, c'est très physique. Et les années passent, voilà, à un moment, on est rappelé par des choses. Comment vous imaginez la suite à court terme? Je ne suis pas inquiet pour vous, je pense que votre agenda, il est rempli pour quelques mois, voire quelques années, déjà à l'avance, mais pour plus tard, toujours avec les chevaux, bien sûr. Toujours avec les chevaux, bien sûr. Il y a l'académie en parallèle qui s'est bien développée déjà. Parlez-nous un petit peu, ouais, justement, de cette académie. Donc on a développé, à la suite du Covid, où j'avais plus du tout de spectacle, on a développé l'académie de voltige, où j'avais déjà préparé un peu en amont, j'avais tous les diplômes et la structure pour le faire. Donc ça a été un peu le déclic de dire allez on y va, on se lance. Et voilà, donc en 2 ans, on a réussi à avoir une championne de France en voltige. J'ai mis vraiment toute mon énergie pour développer des athlètes. J'ai fait intervenir des vrais champions, des champions du monde pour me guider aussi, pour me coacher dans cette discipline qui est très stricte. Et voilà, ça à la fois la danse, la chorégraphie, le sport, les chevaux, la relation au cheval. Donc c'est vraiment la partie qui me plaît à transmettre aux enfants. Et je pense qu'on peut très vite dévier, je vous l'ai dit tout à l'heure, vers le spectacle, qui est quand même mon domaine de prédilection. Et voilà, donc ça sera sûrement une partie de ma suite de ma carrière. Mais vous savez, depuis que je suis tout petit, je me dis qu'est-ce que je ferai plus tard. Je pense que tous les sportifs, tous les artistes se disent qu'est-ce que je ferai plus tard. Donc c'est une angoisse permanente. Donc vous me la posez, j'essaye de ne pas trop y penser, on verra bien. Même bon, si... On oublie alors. Voilà. Déjà, l'avenir immédiat, c'est ce soir, le show des étoiles. On fait étape par étape. J'ai déjà la chance de ne pas m'être blessé gravement et d'avoir réussi à faire une carrière comme ça aussi longue. Puis il y a Mario Luracci, je prends un peu l'exemple. C'est vrai qu'il est toujours à fond, là, Mario. Il a des équipes avec lui et tout, et ça marche bien. Concrètement, le show a lieu ce soir, Étoiles Équestres, ça commence à 20h30, vous ça sera en fin de soirée, mais vous êtes arrivé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Les répétitions, votre emploi du temps depuis que vous êtes arrivé? Alors, on est arrivé il y a 2 jours, on a fait déjà une première répétition avec l'installation du matériel, les lumières, la musique, tout ça, et des répétitions avec les chevaux aussi. Hier soir, on a fait une générale, donc ça veut dire qu'on essaye de faire dans le même rythme que le spectacle, tout en réglant les petits problèmes. Et voilà, là on est prêt, j'espère. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, voilà. Mesdames, messieurs, Lorenzo est parmi nous. On peut le remercier d'être venu avec nous. Lorenzo, on vous souhaite un très bon spectacle. Et alors, vous savez que cette année, dans cette émission, vous ne le savez pas encore, mais on a une envoyée spéciale au cœur du salon. Et on a Léonie Jouet qui, je crois, est justement du côté d'Amphithéa avec, vous n'avez pas pu le manquer hier, c'est Pierre, vous voyez, le monsieur très grand, on ne peut pas le manquer. Je crois que Léonie est du côté d'Amphithéa dans les coulisses du spectacle. Oui Pascal, ici ce soir il y aura 2500 personnes, mais en attendant toute la journée, il y a des spectacles qu'on peut découvrir. D'ailleurs je suis avec Pierre qui est régisseur ici. Qu'est-ce que tu fais Pierre? Explique-moi. Bonjour Léonie. Eh ben écoute, ici nous on est là avec les élèves du lycée Val de Sarthe pour aider les artistes à l'installation des montages du matériel, s'assurer du respect du planning et faire en sorte que tout s'enchaîne super bien sur cette belle journée de scène ouverte qui est pour la plupart des artistes soit un bel entraînement pour le bel événement de ce soir, soit une grande première devant des spectateurs sur un salon. Donc ce soir, Étoiles Équestres, c'est un gros événement, est-ce que tu peux m'expliquer ? Bah écoute, ce soir, c'est 2500 personnes. C'est vraiment les 8 numéros qui ont été sélectionnés en amont avec un jury de professionnels plus un petit jury mystère et surtout présidé par Lorenzo. Gros événement. Et puis l'idée, c'est qu'après, il y a ce beau spectacle de Lorenzo pour clôturer cette belle soirée. Et en plus, vous jouez à guichet fermé ce soir. C'est complet de chez complet. Tout le monde demande s'il ne reste pas des places, mais non, c'est complet de chez complet. Et ça va être très beau. On a assisté aux répètes. Ça fait 2 jours qu'on travaille à fond dessus. Et ça va être, voilà, les numéros sont magnifiques. Et surtout, on a pu assister, nous, les services techniques et les bénévoles, un petit peu au spectacle de Lorenzo hier à ses répètes. Ça va être super. Super, merci beaucoup Pierre. Merci à Léonie, notre envoyée spéciale. Alors, petite précision, ce n'est pas Léonie qui est petite, c'est Pierre qui est très grand.
Hein, voilà. Pierre, on lui marche pas sur le pied, sinon on a des soucis, mais il est adorable. Nous a rejoint sur ce plateau Inès du Polypolia. Exactement, merci voilà, à comme vous. hier. Bonjour. Voilà, rebonjour, puisque nous étions ensemble hier. On va rappeler pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier un petit peu le Polypolia, quelle est son activité. Bien sûr. Alors, pour expliquer un petit peu ce que fait le Polypolia, nous sommes un pôle de compétitivité, l'unique qui est dédié à la filière équine. Et notre objectif, c'est vraiment de mettre en avant les innovations de la filière équine et de favoriser le développement économique de toutes les entreprises industrielles et de services de la filière. Donc tout ce qui va être fabricant, équipementier, mais aussi toute la partie logiciel, application, objets connectés, c'est assez large. Aujourd'hui, on fédère à peu près 220-230 membres composés d'entreprises de toute taille, du porteur de projet jusqu'au grand groupe, mais aussi les laboratoires de recherche et les centres de formation sont très impliqués dans cette démarche, puisque l'objectif, c'est vraiment de favoriser un peu cette émulation collective. Voilà. Alors, sur ce salon du cheval d'Angers, vous avez un bel espace, là, pas très loin de ce studio. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors effectivement, dans la galerie, donc, vous retrouverez notre capsule innovation, puisque au-delà de nos services d'accompagnement et d'intelligence économique, etc., il y a aussi toute la partie visibilité donc, pour nos membres. Et donc sur la capsule innovation, vous retrouverez une partie des innovations de nos membres. Donc on a 5 entreprises présentes sur la capsule qui vous présentent des produits ou services existants depuis moins de 2 ans. Et quelle est la tendance généralement de ces entreprises ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage dans les recherches, dans l'amélioration des techniques, des produits, etc. Oui, il y a clairement une tendance autour du changement climatique, bien sûr, et de la prise en compte des enjeux sur la réduction des ressources. C'est un petit peu la thématique qu'on retrouve chez une partie des 5 entreprises présentes. Peut-être que je peux les présenter. Évidemment, voilà, c'était la question suivante. Donc, quelles sont les entreprises, Inès ? Voilà, on va donc les faire par ordre dans le salon. Vous avez tout d'abord SP France, donc, qui va fabriquer de la briderie en biotane, donc une matière assez polyvalente qui permet d'être lavée et ne nécessite pas d'entretien, entièrement personnalisable avec beaucoup de coloris. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup en équitation d'extérieur, mais aussi adaptées pour du CSO ou de la pratique loisir. Donc voilà, biotane plutôt PVC, mais l'avantage c'est qu'il y a un service de réparation avec du SAV et une garantie derrière pour pouvoir réutiliser ces produits-là. On a également Therméquin, donc, qui propose des produits à base d'une boue marine pour les chevaux, donc, qui est un petit peu différente d'une argile un peu classique, puisque sur cette boue marine, vous retrouverez 30% de minéraux en plus présents dans le matériau, notamment sur du magnésium. C'est très riche en magnésium, donc pour tout ce qui va être récupération, c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi Nelumbo qui formule et fabrique dans leur atelier en Bretagne des produits de soins naturels, bio et vegan. Donc on retrouve un petit peu cette dimension naturelle justement dans les tendances dont je vous parlais. On a également Happy Crackers, donc, qui fait là aussi de la fabrication de friandises pour chevaux. Là aussi des produits naturels, donc avec des méthodes de fabrication un peu différentes pour permettre cette conservation. Donc voilà, avec des extractions et de la déshydratation un petit peu innovantes. Et puis on a également Copo, les ateliers donc Copo qui permettent de réutiliser les cartons de l'industrie pour pouvoir fabriquer une litière, l'alternative d'une litière. Donc litière en carton, fabriquée dans des ateliers d'insertion sociale avec un lien vraiment de proximité en termes d'approvisionnement des cartons, mais aussi après sur la livraison. D'accord. Alors, petite question d'ordre pratique. Moi, je suis une nouvelle entreprise. J'ai créé un truc, je suis super fier. Je vais révolutionner la planète entière. Peut-être pas, mais bon. Je vous le souhaite. Si seulement. J'ai envie de vous contacter. Comment je fais ? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez me proposer ? Alors c'est assez simple, si vous êtes déjà sur le salon aujourd'hui, nous on est là tout le week-end sur la capsule innovation. Donc vraiment n'hésitez pas à venir nous voir et à échanger avec nous de votre projet ou de votre entreprise déjà créée. Ce sera avec plaisir d'en savoir plus.
et puis vous expliquer un petit peu. Et sinon, n'hésitez pas à prendre contact directement par mail avec nous. On vous répondra et on vous expliquera tous nos services, que là, j'ai peut-être pas forcément le temps de vous expliquer bien en détail. Mais après, voilà, c'est une demande d'adhésion annuelle. Et puis après, vous pouvez bénéficier justement de tous nos services, accompagnement, promotion, communication, mais aussi réseau. C'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Le réseau, c'est essentiel. Merci beaucoup Inès Savario du Pôle Merci à vous. Vous n'avez pas une petite faim parce qu'il est bientôt l'heure de... Si, un petit peu, mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à vraiment passer voir nos entreprises de la capsule. Ils vous attendent avec plaisir. Voilà, et si vous avez une petite faim, avec Carole, hier, on a été un petit peu en repérage parce qu'ici au Salon du Cheval d'Angers, il y a beaucoup de food trucks, il y a vraiment beaucoup, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors on a été faire un petit tour comme ça, voilà, on vous emmène. Carole, ça sentirait pas le burger? Si Pascal, vous avez vraiment un flair infaillible. Et qui dit burger dit Pascal, de toute façon. Allez, on file. Et burger, voilà. Comme les choses sont bien faites. Bonjour Jérémy. On a une petite faim. Ça sent le bon burger. Le camion est magnifique. Qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien écoutez, à la carte, on aura 4 burgers au choix. Donc le classique burger, le bacon, l'italien et le veggie burger. Ça semble plutôt pas mal. Provenance de la viande? France, toujours. Carole, Origine France. Très important. On signe? On signe. Voilà, donc C'est Burger parti. France. Vous êtes habitué à faire des salons comme ça? Bien sûr, on suit beaucoup les jumping internationales, donc sur toute la France. Et aujourd'hui, c'est notre premier salon à Angers. Ils sont sympas les gens de l'équitation? Ouais, très bien. Ouais, bon, Top. écoutez, parfait. Très belle clientèle. On va faire un petit tour. Vous nous faites chauffer le burger? Allez, on Carole, fait comme ça. Pareil. Pareil, Vous italien prenez pour quel classique, italien? Moi, veggie, parce que si j'ai une ligne tellement affûtée, je suis obligé. Ça on marche. vous fait ça. On revient tout dans à l'heure. 5 petites minutes. Eh ben, ça marche. Allez, Merci, à Jérémy. tout de suite, merci. Pascal, tant qu'on y est, est-ce qu'on ramènerait pas quelque chose à manger à notre équipe de production? Oui, parce qu'ils sont nombreux et puis ils ont toujours faim. Donc Ils doivent être affamés. Je crois qu'on est peut-être à une bonne adresse. Kim. Bonjour. Bonjour, Kim. On a une équipe de production, ceux qui font les images, qui montent les images, sans qui on ne pourrait rien faire. Ils mangent beaucoup, mais alors ils sont hyper concentrés sur leur ligne, etc. Est-ce que vous auriez des sportifs? Ah bah ils sont tous Évidemment. sportifs. Voilà. On est au bon endroit. Donc. Ah oui, tout à fait. Ici, en fait, notre spécialité, bon déjà, c'est que tout est bio, local. Et la spécialité surtout, c'est qu'on fait des protéines végétales. Donc on apporte vraiment nutritionnellement tout ce qu'il faut dans le bol pour que les sportifs puissent avoir une journée sans down, un repas sain. En salon, c'est aussi possible. Bah écoutez, on fait un petit point sur la commande et on revient vous voir. Pour Avec plaisir, ça marche. Super, merci beaucoup. Bon Kim. après-midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Carole, c'est bien beau de manger, mais ça donne un petit peu soif. Vous avez envie de quoi? Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, ça tombe bien parce qu'il y a tout au Salon du Cheval d'Angers et on a trouvé le stand idéal. Et au stand idéal, Carole, je vous présente Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, parlez-nous un petit peu, on a envie de quelque chose de frais. J'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut pour nous. Je pense que vous êtes pas mal tombé. Ouais, on a l'impression. Racontez-nous un petit peu. En fait, le but, c'est de proposer du jus ultra frais, pressé à la demande, donc jamais préparé à l'avance. Donc là, en ce moment, je fais de la clémentine, je fais de l'orange, je fais de la grenade, donc en fruits simples ou en mélange, donc au verre ou à la bouteille, donc pour bien se vitaminer. Alors, on voit souvent des camions, des trucks, des food trucks avec des burgers, avec plein de choses, avec plein de... Mais moi, sincèrement, c'est la première fois que je vois un food truck, enfin en tout cas un drink truck peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. Un juice truck. Exactement. Comment vous est venue l'idée? Ça fait longtemps que ça existe? Non, en fait, ça existe à Lille. Donc c'est un monsieur qui a créé ça à Lille, et Joli Jus, qui est au-dessus. Et en fait, j'ai adoré le concept. Et en effet, il y en a très peu en France, on est 3. Et dans l'Ouest, je suis à peu près tout seul. Ouais. Et vous allez consommer combien de litres, combien de kilos d'orange, de clémentine, de grenade? C'est selon, mais ça peut monter à la tonne sur un gros week-end, la tonne de fruits. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite sur le Salon du Cheval d'Angers. Il y a beaucoup de monde normalement sur ce salon, en plus le 11 novembre. Il va y avoir beaucoup de monde, on va se régaler. Et puis l'hiver, c'est là où c'est le meilleur, les agrumes, donc ça va être top. D'avoir des vitamines pour l'hiver, ça va être top pour nous ça Pascal. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon salon. Merci. De retour sur le plateau avec notre invité. Vous avez déjà été testé hier un petit peu, Carole. Guillaume Dugas-Rouillet. J'ai tout bon? Oui. J'ai bien prononcé? Bon. Merci. Ouais, merci de m'avoir briefé avant. Guillaume, merci d'être avec nous. Présentez-vous un petit peu, voilà, parce que vous êtes présente sur le Salon du Cheval d'Angers à plusieurs titres. Voilà, donc racontez-nous un petit peu.
effectivement, c'est un petit peu compliqué pour nous et l'équipe. Heureusement, on est 6-8 en fonction des journées, parce qu'on a la chance d'avoir un stand pour les inscriptions au baptême, donc pour la montée en Amazone d'un côté, qu'on présente à l'amphithéâtre le matin sur une démonstration avec 4 cavalières. Et puis, de 15h à 18h, on propose des baptêmes et en Amazone. Et la grande nouveauté du salon cette année, le roller joring. Roller joring, vous avez vu. Hyper intéressant. Racontez-nous, Carole. J'ai assisté à une démonstration et à un baptême d'une jeune fille et c'est incroyable parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas du tout d'habitude. Moi-même étant cavalière, j'imagine que les chevaux que vous utilisez, ça a nécessité un dressage spécifique. Alors en fait, à la base, c'est parti d'un pari, tout bête. Avec le Covid. Faut toujours se méfier quand on fait des paris tout bêtes. Hein. Ça nous mène à des endroits des fois qu'on ne soupçonnait pas. Cap ou pas cap, faut pas me le dire. Et du coup, c'est parti d'une amie qui fait beaucoup de roller et qui a son petit poney. Elle peut pas le monter, c'est un Shetland. Je suis une école d'attelage à la base, avec de l'équithérapie et avec une relation de l'animal. Vraiment, c'est mon premier objectif, d'apporter aux élèves qui viennent chez moi un enseignement vers cette connexion animale. Et le roller joring ne s'improvise pas. On est vraiment juste derrière, à proximité de la croupe et des postérieurs. Nos chevaux sont montés, attelés, montés aussi en Amazone. Et l'attelage nous a permis d'aller vers le roller joring très facilement, qui à la base vient de la Suisse. Oui, c'est ça, parce que, et puis avec le ski joring, voilà, on voit des courses sur des sortes d'hippodromes, mais voilà, en ski joring. Totalement. En fait, c'était pour les skieurs compétiteurs et leur permettre l'entraînement physique hors période de neige. Bon, moi, je suis à la Baule. On a la plage. Il y a la neige. Pas beaucoup de neige. Il y a un hippodrome pas loin, mais Pornichet, je crois, mais la neige, c'est moins pratique. Donc, roller. J'ai eu la chance de fouler la piste de Pornichet en Amazone. Mais effectivement, là, pour le roller joring, c'est parti tout simplement de se dire, voilà, cap ou pas cap, tes chevaux, ils sont attelés. Après tout, une calèche ou un homme, c'est pas grand-chose. Je me suis un petit peu documentée. On a trouvé des rollers tout terrain, certaines marques, et puis après, le cadre pour sécuriser vraiment le débutant. Il faut vraiment trouver son équilibre, c'est complexe. Mais accessible à tous. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas forcément évident, mais vous aviez plein de conseils pour la jeune fille qui essayait. Et ma question est, est-ce qu'on peut faire du roller joring si on n'est pas très très doué en roller? Non, mais on va se casser la gueule, clairement. Un petit peu d'entraînement avant n'est pas de refus. Et du coup, j'ai cherché pour vraiment sécuriser l'activité, et stabiliser, soit ludique, qu'on puisse s'amuser sans avoir peur de la chute, avec des protections au niveau du bassin qui viennent des motocross, et puis sinon toutes les protections coudières, genoux habituelles dans les lieux de skate. Donc c'est un genre de patin avec des grosses roues comme des petits skis, et puis sinon on a un autre modèle de roller tout terrain avec 2 grandes roues comme les rollers en ligne de ville. Et alors un petit mot sur la montée en Amazone. Question, alors je vais commencer par une question très bête, je vous préviens. Toutes les questions sont bonnes. Est-ce que les hommes peuvent faire de la montée en Amazone? Les hommes, d'ailleurs, à l'origine, c'était eux qui dressaient les chevaux. Un cheval de dame est un cheval qui a reçu une éducation très, très poussée au niveau des aides. La cavalière lui manque du côté droit sa jambe. Du coup, on va voir les deux côtés sur la partie gauche du cheval. Et à droite, on aura notre main qui va tenir le stick. Et le cheval va donc bien connaître ses réglages. C'est très classe. En plus, en image, toujours très élégant. Je vous vois bien monter en Amazone, Carole. Avec leurs belles robes, c'est magnifique. Alors oui, ça attire les couturières, ça attire les cavalières qui veulent aussi effectivement se différencier. Et puis on retrouve rapidement effectivement cette fierté d'être à cheval dans notre féminité. On récupère vraiment historiquement nos racines, de se dire quel que soit notre niveau social, la fermière rentrer en Amazone avec son cheval sur son dos, là, en latéral. Et puis évidemment, on a toute l'image de Sissi. Et, évidemment. On est sur l'idée de la grande bourgeoisie et des chasses à courre. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous avez dans la ville. Tout à fait. Et d'ailleurs,
les Amazones, c'est pas seulement du dressage, c'est aussi du saut d'obstacles. Il y a des Amazones qui sautent et pas des toutes petites hauteurs. Et donc les Amazones ne sont pas forcément que des cavalières posées, c'est aussi des casse-cous. Totalement. On est vraiment sur des fortes têtes même. Pour conclure, Guillaume, cette intervention, pratiquement, où est-ce qu'on peut vous retrouver ici sur le Salon du Cheval d'Angers, mais aussi une fois que le salon sera terminé, parce que oui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, dimanche ça se termine. Donc voilà. Mais où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Allez, stand 104. Là, vous aurez toutes les informations sur l'Amazon, bien sûr, l'horlogerie et toutes les autres disciplines que je peux pratiquer à Guérande. On est situé dans les Marais Salants, tout proche de la Baule et de l'hippodrome de Pernichet. Eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, merci, Carole. Merci, il est temps de se quitter. On se retrouve demain, 12h pour une conférence, 12h30 pour l'émission directe avec encore plein d'invités, notamment le vainqueur ou la vainqueur des étoiles équestres. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Léonie Jouet, notre envoyée spéciale. On a eu tellement de choses à dire aujourd'hui qu'on n'a pas pu trop la retrouver, mais elle continue ses aventures dans les allées du Salon d'Angers. Merci à toute l'équipe de Chrysalide qui réalise cette émission et au Salon du Cheval d'Angers. Carole, vous êtes prête pour demain? C'est parti pour demain, grande journée. Voilà, on vous réserve encore quelques surprises. Merci à tous et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en replay. Ciao, ciao, à demain. À demain.